Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver. Vous avez compris, c'est le boulevard du grand rendez-vous qui s'ouvre donc pour votre grand plaisir. Nous sommes au dernier numéro de cette semaine. J'espère que vous avez pu atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés en début de semaine. En tout cas, par ici, c'est déjà pour vous aider à passer un bon début de week-end. Bienvenue encore une fois. Merci de vous installer pour aller à la découverte avec nous de tous ces sujets que nous vous avons réservés et donc au passage des différents invités qui passeront tout à l'heure d'un panel à un autre. Au menu de ce grand rendez-vous de ce vendredi 9 février 2018, les véhicules d'occasion n'ont pas fini de susciter des interrogations. Quelle réglementation faut-il asseoir pour le secteur vu qu'on ne peut s'en passer? Nature et bien-être s'en charge. Un réseau de cadres est né et œuvre pour une sensibilisation des populations, un regard tourné sur les comportements à adopter face au virus. Là, ça, ce sera donc dans la rubrique SPR. Horizon Culture de ce vendredi accueille un confrère passionné de l'écriture. Avec lui, on fera une lecture de la plume béninoise. Et puis, les beautés rondes seront encore honorées. Aujourd'hui, vous êtes d'une grande taille et vous avez de la peine à vous trouver une chemise. En tout cas, pas de souci à se faire avec Elonia d'Almeida. On aura des astuces et vous allez découvrir, puisque nous recevrons une créatrice de mode pour les grandes tailles. Ça va se faire donc dans cette émission qui est faite pour vous. Bonsoir et puis vous avez compris, vous savez, vous en êtes habitués. On vous offre aussi dans le grand rendez-vous des informations recueillies sur Internet. On ne va pas déroger à la règle. Nous recevrons, si tout va bien, nos collègues de la rédaction web de l'Office. Nadège Soni, bonsoir. Est-ce qu'on peut avoir les titres du journal? Bonsoir Karamat Agbataou. Dans cette édition, on parle du Téléthon organisé pour marquer les 40 ans d'existence de l'école polytechnique d'Abomey-Calavi. La Société béninoise de brasserie et la Fédération béninoise de cyclisme sont désormais en partenariat. Un accord a été signé entre les deux structures ce jeudi. On en parle dans ce journal. De 10 communes en 2011, le projet de nutrition alimentaire des communes s'est élargi à 40. C'est une solution à la crise alimentaire, notamment chez les enfants de 0 à 5 ans. On aura plus de détails sur le sujet dans ce 19h45.
Voilà, c'était donc le menu journal de ce soir sur votre chaîne de télévision. Nadège Soni, avant de vous laisser partir, j'ai été vraiment, ou je suis toujours impressionnée par votre foulard. Il est très beau, il vous va bien et ça annonce, je suis sûre, les couleurs du week-end, n'est-ce pas? Vous l'avez très bien compris, Karamat. Ça signifie simplement que le week-end s'annonce bien et ce sera bien sûr avec Amandine Aniamboso. Vous la recevrez tout à l'heure. Merci, merci beaucoup Nadège. On se dit donc à tout à l'heure dans moins de 45 minutes pour le développement de tous ces titres. Alors, le premier panel que je vais installer aujourd'hui, c'est nature et bien-être. Et comme je le disais, c'est donc encore une fois les véhicules d'occasion avec le même invité, Monsieur Clément Godonou, qui est donc un chercheur en transport portuaire. Mais avant de l'installer et installer aussi ma collègue Amandine Aniamboso, je vais vous faire découvrir ce micro-trottoir que Destonia a réalisé pour nous. Nature et bien-être, sans plus tarder, regardons, puisque nous avons descendu notre caméra et micro dans les rues de Cotonou pour recueillir quelques propos des concitoyens sur ce qu'ils pensent des véhicules d'occasion. Destonia, on y va. Les véhicules d'occasion, d'habitude, ça aide beaucoup. Si on exclut les véhicules d'occasion dans le système routier béninois, il serait difficile à chacun de nous d'aller sur le marché des véhicules neufs qui coûtent très cher. Vous achetez un véhicule d'occasion qui a plus de 10 ans, 15 ans, même 20 ans sur les packs, la douane est toujours élevée. Bon, on ne peut pas se passer parce que le coût de vie en Afrique est trop faible. On est obligé de s'arrêter parce qu'on n'a pas les moyens financiers. Celui qui a le pouvoir d'achat moyen, il achète facilement le véhicule. Ce n'est pas la meilleure utilisation. C'est à défaut du pouvoir d'achat que les gens s'accrochent à ça. Sinon, l'idéal réellement, c'est d'acheter des véhicules neufs. Parce que lorsque vous achetez les véhicules neufs, ça vous permet quand même de l'utiliser pendant un bon moment avant de commencer par engager des frais d'entretien. Maintenant, en ce qui concerne l'environnement, ce qui est sûr, ça pollue un peu l'environnement parce que ce n'est pas des véhicules en état neuf. Destonia Bigot, donc pour ses propos recueillis. Monsieur Clément Godonou, bonsoir. Bonsoir madame. Ça fait plaisir en tout cas de vous recevoir, une succession de plateaux sur la chaîne de développement. C'est aussi ça le développement aussi, hein? Absolument. Le transport routier, véhicules et tout ce qui va avec. Absolument. Merci beaucoup de votre présence, Amandine Aniamboso. Karamat Agbataou, bonsoir. Oui. On dirait que vous vous êtes entendu et c'est un peu comme si c'était un coup d'état. Comme elle l'a annoncé tout à l'heure. J'aurais aimé vraiment être aussi vraiment enfin. Il n'est pas encore temps, on peut commander déjà votre foulard. Ok, c'est ce qu'on va faire, je l'espère bien. J'espère que ça m'irait parce que j'ai quelques doutes, je me dis que ça ne m'irait pas. Mais il paraît que ça va à tout le monde et à toutes les femmes. Ça va et vous avez la posture pour les gens à qui ça marche. Si M. Godonou le dit, donc c'est fini. Amandine Aniamboso, encore une fois, les véhicules d'occasion. Et vous avez suivi avec nous, d'ailleurs, vous étiez au montage hein, pour ce micro-trottoir. Oui, allez-y. Aujourd'hui, on va parler donc de la réglementation. Oui, Karamat Agbataou. On a eu assez d'informations cette semaine sur l'impact des véhicules d'occasion sur l'environnement. Et on a également parlé des déchets portuaires qui sont liés à cette filière. Monsieur Godonou, voilà un peu les conséquences. Que faire alors pour réduire l'impact des véhicules d'occasion sur l'environnement? Oui, que faire? C'est une question essentielle. Je l'avais dit la dernière fois qu'il faut être un peu plus regardant. Il faut encadrer. Il faut respecter les principes du droit sur l'environnement aujourd'hui, c'est-à-dire le principe de précaution, le principe de prévention, d'information et de sensibilisation, et le dernier principe qui est celui du pollueur-payeur. Mais je pense qu'il faut déjà commencer par les 3 premiers principes. Prévention et précaution, c'est-à-dire... Et sensibilisation, information et sensibilisation.
Oui. Qu'est-ce que vous mettez dans prévention et précaution? Alors, prévention et précaution, c'est d'abord prévenir. Prévenir, par exemple, limiter, à défaut d'éviter, limiter, par exemple, d'importer ces déchets-là. Vous savez, on l'avait bien dit que les déchets, les véhicules déjà constituent un problème environnemental. Oui. Et en plus, les objets qu'on met dans ces véhicules constituent encore compte tenu de la nature de ces objets, compte tenu des composantes de ces objets. Donc, il est nécessaire aujourd'hui qu'on soit un peu plus regardant sur la situation et qu'on encadre correctement. Mais ce qui m'étonne, moi, est-ce qu'il n'y a pas une réglementation à la matière? Je dirais à la fois oui et non. Commençons par le oui d'abord. Je dirais oui, parce que d'abord, sur le plan international, il y a des conventions, par exemple, qui régissent la question des déchets. Par exemple, la convention de Bâle, qui parle de l'importation et l'exportation des déchets et des mesures aussi à prendre pour assurer la production des déchets dangereux et réduire ces déchets-là à un minimum. Une convention ratifiée par le Bénin. Naturellement, c'est ratifié par le Bénin. En dehors de cette convention, sur le plan africain, il y a la convention de Bamako. La convention de Bamako date de 1991, c'est avant même Rio, où les États se sont retrouvés pour prendre des décisions essentielles sur l'environnement. Donc, la convention de Bamako parle aussi de tous ces détails-là. Quand on revient à un niveau régional, dans la sous-région ouest africaine et centrale, il y a aussi la convention d'Abidjan, qui est de 1981. Donc, c'est pour vous dire que les tests existent. Et au niveau national, sur le plan national, nous avons d'abord notre constitution, et dont l'article 27, 28, 29 parle de l'environnement. Nous avons aussi la loi cadre sur l'environnement, qui parle de tout ça, avec les décrets d'application de cette loi-là. Donc, on a vraiment des tests. Mais si je dis non, c'est que ces tests-là ne donnent pas la question. C'est des tests qui parlent, par exemple, de la gestion des déchets, des produits toxiques, des produits polluants, mais sans citer, par exemple, ces objets, sans spécifier. Donc, c'est pourquoi je disais tout à l'heure qu'il va falloir être un peu regardant. Il se trouve, par exemple, que les véhicules, d'abord, sont composés d'éléments qui sont toxiques, qui sont polluants, qui sont régis par ces tests que je venais de citer. Mais, d'une manière formelle, on n'a pas dit. Il n'y a pas une réglementation, par exemple, pour dire les véhicules de tel âge ne peuvent plus faire l'objet d'une exportation ou d'une importation. Ça veut dire, M. Godonou, qu'il y a un véritable défi à relever dans ce sens-là. Et déjà, quelles sont ces idées qui mijotent dans votre, au sein de votre corporation? À quoi déjà vous pensez comme démarche auprès de l'autorité pour inciter quand même à aller plus en profondeur de la question? Je l'avais dit qu'il y a eu des tentatives, même au Bénin, pendant les années 90, il y a eu des mesures, il y a eu des tentatives pour réglementer la chose. Dans les pays limitrophes, il y a eu des mesures pour les véhicules, par exemple, d'autres ont dit, nous voulons des véhicules au plus de 3 ans, de 5 ans, d'autres ont dit 7 ans, d'autres ont dit 8 ans. Mais ceux qui avaient dit 3 ans, ils sont revenus peut-être à 5 ans ou à 6 ans. Et pourquoi? Voilà. Parce que vous l'avez entendu dans votre radio, micro-trottoir tout à l'heure. C'est le pouvoir d'achat. Parce que les véhicules de 2 ans, 3 ans coûtent encore plus cher. Plus cher, exactement. Et quand c'est 10 ans, c'est le moins prix cher. est réduit. Oui. Et bon, la douane est aussi relativement moins chère. Il y a pas mal de mesures qui ont été prises. Il y a d'autres pays qui ont pris des mesures restrictives qui consistent par exemple à augmenter la douane pour les véhicules d'occasion. Mais malgré ça, les populations, compte tenu de leurs revenus, préfèrent aller vers ces véhicules. Donc, il ne s'agit pas de dire on fixe un âge
Et j'avais dit la dernière fois que l'âge n'est pas le facteur qui détermine aussi l'état d'un véhicule. Oui. C'est la manière dont on l'avait utilisé. Non, la manière dont on l'avait utilisé, tous ces paramètres entrent en ligne de compte. Oui. Donc ça, c'est une situation vraiment complexe. Et il faut nécessairement que les compétences réunies s'activent pour pouvoir prendre des décisions idoines, histoire de conserver la filière, parce que je l'avais dit, hein, c'est une filière qui est socialement déjà qui rend un grand service et aussi économiquement. Oui. Ouais. Et sur d'autres plans aussi, j'avais dit, les fonctions que cette filière rend sont énormes, même sur le plan migratoire, sur le plan brassage des peuples. C'est une filière qui joue tous ces rôles-là. Donc il faut tenir compte de tous ces éléments et prendre des décisions responsables, idoines. Afin de contenter tout le monde. Pas contenter, je ne suis pas dans la logique de contenter. Parce que lorsqu'on parle de l'environnement, on parle des choses sérieuses. On parle de la vie, on parle de l'hygiène publique. Donc ce n'est pas contenter, mais pouvoir quand même maintenir, pérenniser la filière. Maintenant, bon, vous avez dit qu'il y a des réglementations, mais qui ne sont pas spécifiques. Est-ce qu'on ne peut pas partir déjà de là pour enclencher la sensibilisation ou bien les sanctions? Absolument. Sensibilisation, je dirais sensibilisation d'abord. Parce que j'ai dit, pour moi, il faut partir des 3 premiers principes. Prévention, précaution et sensibilisation. Information et sensibilisation. Parce qu'on ne peut pas du coup commencer par pénaliser les gens. Il faut sensibiliser. Quelqu'un qu'on sensibilise par exemple et qui sait que les déchets qu'il amène chez lui créent des problèmes. Quelqu'un qui sait que le pneu usagé qu'il amène, qu'on ne peut plus utiliser ici, qui est jeté dans la nature, subit les intempéries de la nature, avec le lessivage, laisse des particules dans l'eau. Et ces particules peuvent se retrouver dans l'eau qu'il peut boire demain. La nappe phréatique. Et même dans l'eau plate. Bon, donc lorsqu'on commence par sensibiliser, lorsqu'on dit par exemple à quelqu'un le matelas d'occasion qu'il achète et dont il ne connaît pas l'utilisation antérieure, contient des particules, des insectes, et je ne sais quoi, et qui pourraient être des problèmes pour sa santé, il s'en méfierait. Ouais. Mais le Béninois est un peu têtu. Oui, c'est vrai, mais ça va quand même freiner un peu la chose. Et si ça ne marche pas, est-ce qu'il ne serait pas mieux de changer de méthode? Oui, quand on prend par exemple les matelas, pour la plupart, les matelas ne sont pas jetés. Les gens les utilisent dans leur maison. Donc ce problème qu'on pose, c'est les problèmes de santé publique que cela cause. Quand on prend par contre les pneus, il y a des mesures à prendre au cas où les 3 principes appliqués ne suffiraient pas. Il faut passer au 4e principe qui est celui du pollueur-payeur. Donc il va falloir mettre une mesure pour leur dire, ben, écoutez, vous amenez un pneu que vous ne pouvez pas utiliser ici, vous êtes sanctionné. Et comme ça, ça va freiner les choses. Alors, on retient avec vous que la réglementation, enfin pour le secteur véhicule d'occasion, la réglementation, elle existe, mais c'est juste qu'elle n'est pas spécifique. Ce n'est pas spécifique, oui. Ce n'est pas spécifique. Ce n'est pas spécifique. D'accord. Alors, et comme autre défi que le secteur se donne désormais, c'est quoi? Ben, le défi, c'est que d'abord, c'est un secteur qui est stratégique pour le Bénin. Ça, là, il faut le reconnaître. C'est indéniable. Indéniable, c'est stratégique pour le Bénin. Quand on prend les activités portuaires aujourd'hui, et on enlève les porte-véhicules, les navires porte-véhicules de la totalité des navires commerciaux qui arrivent au port de Cotonou par an, on constatera que c'est un secteur stratégique. Et lorsqu'on voit aussi les fonctions que j'ai citées, sociales, économiques et autres, de ce secteur-là, on comprend que c'est stratégique. Mais vous le savez, toute activité a toujours des effets néfastes sur la nature
et ses composantes. Ah, mais si on faisait venir, ou du moins, si entre-temps le pouvoir d'achat des populations allait en grandissant et qu'il se tournait vers les véhicules neufs, est-ce que cette activité, ce secteur-là, aurait d'impact sur l'environnement? Les véhicules neufs, vous avez dit, mais dans tous les cas, un véhicule émet de gaz. C'est le degré. Aux usagers, ça a des impacts sur l'environnement. Tout effet que vous avez à côté de vous a d'impact sur vous. Le degré, l'importance dépend maintenant de la nature. Maintenant, le dégât causé par ces véhicules d'occasion est plus énorme que si c'était des véhicules neufs. Donc, le gouvernement pourrait peut-être penser à installer une usine de fabrication de voitures sur le territoire. C'est une très bonne chose. C'est déjà un début de solution. C'est une très bonne chose. Mais pour arriver à ce niveau-là, il y a des préalables. Il faut régler. On ne se lève pas du jour au lendemain pour installer une usine. Même le voisin de l'Est qui a voulu développer cette politique de consommation endogène dans la matière, en mettant des restrictions, en mettant même des privations pour les véhicules d'occasion, n'a pas pu assurer cela parce qu'il y a le préalable, par exemple, d'électricité pour faire tourner les usines. C'est vrai, c'est vrai. Donc, c'est très important. Ça, c'est des questions qu'il faut régler. Il faut s'assurer de certains préalables avant de se donner des visions de développement économique de cette envergure. Voilà. Bon, même si ce n'est pas possible pour nous, pour la génération actuelle, pour les générations futures, je crois qu'on peut toujours rêver, on peut toujours espérer, voilà ce que j'allais dire, on peut toujours espérer que ces usines, un peu comme Amandine le disait, voient le jour aussi, prennent corps chez nous ici pour réduire... Absolument, voilà. Absolument, et je pense que nous devons tous travailler pour ça. Les autorités doivent travailler pour ça. Et même les populations, parce qu'on a tendance à penser que il faut éduquer. Tout doit venir du gouvernement. À chaque fois, on indexe, on attaque. Il faut éduquer, former les populations à comprendre leur rôle dans la société. Merci beaucoup, M. Godonou Clément. Merci d'être venu pour toutes ces informations utiles. Et merci beaucoup pour la disponibilité. Surtout. Amandine Anyambosou. Oui, Karamata Boitaou. Merci beaucoup. Donc, très bon week-end. Votre foulard et en route, ça va venir tout à l'heure. Merci beaucoup, merci. Alors, c'était donc Nature et Bien-être qui parlait donc de comment réglementer le secteur véhicule d'occasion au Bénin. Nous passons au deuxième panel, à la deuxième rubrique, c'est l'espère. Voilà, il est déjà sur le plateau, M. Maounion Romain Sossinou. Exactement. C'est bien ça, vous êtes médecin généraliste. Tout à fait. Et vous vous êtes mis en réseau avec d'autres cadres du territoire ou du terroir, donc pour aider les populations. Et comme nous parlons de la résurgence de certains virus, dont le virus Lassa, vous avez orienté vos actions dans ce sens-là. Tout à fait. Oui, alors qu'est-ce qui s'est déjà fait sur le terrain et vers quelle population vous vous êtes tourné? D'accord. Merci, Madame le journaliste. C'est par rapport au virus Lassa, comme vous l'annonciez tout à l'heure. C'est une épidémie qui a été déclarée depuis le 8 janvier passé dans le nord du pays. Mais lorsqu'on parle des épidémies dans le nord du pays, c'est que c'est une maladie qui peut descendre à tout moment. Et donc, pour anticiper sur une éventuelle descente de cette épidémie, nous, au cœur de l'association Famille Patriote Bénin, nous avons décidé de commencer déjà une lutte préventive ici à Cotonou. D'accord. Ici à Cotonou, et je crois que vous vous êtes rendu dans un des collèges, on ne va pas donner le nom du collège, mais vous avez décidé quand même aller vers cette classe adolescente de la population. Pourquoi le choix porté vers les collégiens? Oui, ce choix est vraiment stratégique. Il faut savoir que les élèves, ce sont des jeunes, ce sont des ambassadeurs, et ce sont des gens qui parlent beaucoup. Et ce serait beaucoup plus facile si nous voulons diffuser une information, d'aller leur porter et ils sauront mieux
divulguer cette information avec nous. Et donc, il s'agissait de Vous avez eu une séance de travail, d'échange avec une séance de communication avec eux, avec les élèves, avec les enseignants, et où nous avons parlé de la fièvre hémorragique due au virus de Lassa et quelles sont les manifestations. Parlons justement des manifestations très rapidement. C'est vrai, on en a déjà parlé dans la rubrique Nature et bien-être avec Heureuse Dalandé qui fait santé sur BBV4, mais ça n'empêche pas qu'on revienne encore une fois sur les manifestations du virus Lassa. Les manifestations du virus Lassa sont tout simples. C'est une maladie qui peut tromper tout le monde. Au stade de début, lorsque la maladie n'est pas encore tout à fait compliquée, ça donne de la fièvre, de la courbature, des vomissements, peut-être une inflammation de la gorge, une pharyngite. Et donc, ça peut mimer les pathologies ordinaires que nous traitons au quotidien. Ça peut mimer le paludisme ou une fièvre typhoïde. Alors, ou simplement une grippe. Comment arriver à décerner alors le Lassa si entre-temps il y avait ces genres de symptômes déjà? Et donc, j'allais y venir, c'est lorsque le cas s'aggrave à un stade évolué qu'on aura les signes d'appel, les signes d'hémorragie. L'hémorragie peut partir de la cavité buccale, des fosses nasales, des différents orifices que nous avons sur le corps. On peut saigner par les voies génitales, ainsi de suite. Et ce sont ces saignements-là qui sont des signes d'appel, ces signes-là qui nous font rappeler que il peut s'agir de la fièvre. Donc il faut alors avoir l'information. Il faut à chaque fois, pour les populations, pour nous tous, il faut juste être informé et pouvoir distinguer le Lassa de la fièvre traditionnelle de tous les jours que nous traînons. Tout à fait. Et donc lorsque une fièvre traîne et ne répond pas au traitement, il faut rapidement y courir penser. Vers un médecin. Exactement. Et lorsque nous sommes en période d'épidémie comme ça, il faut savoir que ça peut arriver à tout moment et donc tout le monde devrait être sûr. Alors comment s'en prévenir justement, Monsieur Sosino? Oui, la prévention, c'est ça, le plus important de l'affaire. Et c'est une maladie qui malheureusement, dès qu'elle est là, si on prend contact avec le virus, l'affaire est très très facile. Et donc pour prévenir cette maladie, il faut savoir d'abord que le réservoir du virus, ce sont des rats rongeurs. Et donc, ce sont ces rats-là. Il faut lutter contre ces rats-là en priorité. Déjà à la maison, puisque les rats nous envahissent au quotidien, tout à fait. On dirait qu'ils payent le loyer avec nous à la maison. Malheureusement, c'est le triste constat. Oui, c'est le triste constat. Donc, il faut lutter à la base déjà contre ces rongeurs. Ces rats rongeurs. Et donc, il faut un environnement sain. Il faut que l'alentour de la maison soit propre, qu'on ne laisse pas les végétations un peu partout pour entretenir ces rats. Si on peut peut-être faire appel à leur prédateur, le chat, qui peut cohabiter avec nous pour nous aider à éliminer ces rats-là. Ça, c'est autre chose. Autre chose, c'est que tout ce que nous mangeons, nous devons prendre soin de cela. Et éventuellement, l'hygiène. Éventuellement, les rats peuvent être là et si ils sont là et qu'on n'a pas souci avec leurs urines, leurs excréments, si leurs excréments et leurs urines ne contaminent pas ce que nous allons manger, on n'a pas vraiment de souci. Et donc, il faut protéger notre alimentation. Il faut vraiment protéger les nourritures que nous consommons. Et en dehors de là, il faut une hygiène habituelle, corporelle, surtout se laver les mains après les toilettes. Après les toilettes, après le contact avec n'importe qui. Malheureusement, tous les porteurs du virus ne sont pas symptomatiques. Et dans la littérature, c'est dit que jusqu'à 80% de ceux qui portent le virus peuvent ne pas manifester des signes. Et donc, lorsque je vois quelqu'un qui apparemment est bien portant, rien ne me dit qu'il ne porte pas le virus de Lassa. Et donc, après l'avoir salué, après avoir eu contact avec cette personne, je dois pouvoir me laver correctement les mains. Il y a des gels qui se vendent en pharmacie pour...
Exactement, pour l'hygiène des mains. Pour l'hygiène des mains, on peut déjà commencer par là. On peut déjà commencer par là. Lorsqu'on n'a pas la possibilité de se laver les mains, si on doit prendre quelque chose, un biscuit ou n'importe quoi rapidement, on peut... Et c'est pratique pour les fonctionnaires, les travailleurs. Tout à fait. C'est pratique pour eux. Alors, dites-moi, puisque votre réseau Famille Patriote Bénin, voilà, qui a fait donc cette descente dans un collège ici, même à Cotonou, quelle a été la réaction de ces apprenants? Comment ont-ils reçu cette descente et comment ils ont réagi, surtout pendant que vous communiquez avec eux? Tout à fait. Et nous avons vraiment aimé la réceptivité de notre communication. Les enfants étaient vraiment assidus. Ils nous ont suivis et pour preuve, à la fin de la communication, nous les avons invités à nous faire des résumés, ce qui a été très bien fait. Ça, il faut le reconnaître. Ce sont des enfants qui nous ont vraiment suivis. Ils ont retenu la leçon et nous sommes contents de ce fait. Ça veut dire qu'ils vont impacter déjà leur famille à la maison. Nous avions choisi un collège où il y avait au moins 3500 élèves et donc c'est dire qu'au moins on aura impacté au moins 3000 familles dans Cotonou. Alors, est-ce qu'à part Cotonou, vous avez pensé à autre localité, puisque le Bénin n'est pas qu'à Cotonou, le Bénin il est à Toumi-Toumi, le Bénin il est à Dassa, le Bénin il est à Lokossa? Tout à fait. Il faut dire que l'association Famille Patriote est une toute jeune association et qui fonctionne avec les moyens de bord. Nous sommes tous jeunes. Comme toute association qu'on connaît, enfin qui naît, on commence toujours avec ses propres moyens, tout doucement, on claudique et après on retrouve ses marques. Et donc, c'est avec nos maigres moyens que nous essayons de faire ce que nous pouvons faire pour l'instant. Nous avons des ambitions et je peux vous dire déjà qu'après la séance que nous avons eue dans cette école, on a eu déjà des appels d'autres collèges qui nous ont invités pour venir faire la même chose chez eux et nous sommes en train d'étudier la faisabilité. De la chose. Si on espère qu'on aura les moyens nécessaires pour y aller, pourquoi pas quitter Cotonou, aller plus loin pour... En tout cas, BB24 est là pour aider ces gens d'initiative, voilà, ces gens d'initiative, surtout quand c'est tenu par des jeunes cadres du Bénin, puisque c'est aussi ça le développement. Alors, à part que vous ambitionnez descendre dans d'autres collèges pour impacter d'autres familles, qu'est-ce que vous comptez donc faire? Est-ce à dire que vous êtes limité que dans le secteur santé ou vous envisagez d'autres actions dans d'autres secteurs? L'association Famille Patriote Bénin est composée pas seulement des hommes de santé. C'est vrai que majoritairement, il y a des médecins, il y a beaucoup plus des hommes de santé, mais en dehors des hommes de santé, nous avons des juristes, nous avons des journalistes. C'est une association vraiment professionnellement mixte. Et donc, nos interventions ne concerneront pas que la santé. C'est vrai qu'au départ, on a commencé avec la santé, mais déjà, on est en train d'étendre nos activités vers d'autres secteurs. Et vous pensez déjà à quel secteur? L'environnement. Nous avons eu déjà des journées de salubrité à Cotonou ici, et dans des quartiers jugés un peu insalubres. On a eu à faire déjà des choses comme ça. Et bon, c'est surtout en environnement qu'on est en train de vouloir faire tout là. Et dans l'agriculture, parce que quand on ne touche pas l'agriculture, ça me pose moi particulièrement un petit souci. Oui. L'agriculture est vraiment importante puisque c'est par là que nous sommes nourris d'ailleurs. Et donc, c'est un secteur clé pour le développement de notre pays. Et nous y pensons, nous ne pouvons pas faire tout à la fois. Nous sommes en train d'aller en fonction de nos moyens, qui nous est d'abord facile à faire. En fonction de nos moyens, on y va tout doucement. Vous avez certainement un petit mot à lancer à l'endroit de ces oreilles-là qui nous reçoivent. Tout à fait. Et l'association Famille Patriote, cette jeune association, attend quand même avoir des partenaires avec qui travailler pour impacter vraiment la population béninoise. Et nous sommes ouverts, nous organisons, excusez-moi, des journées de dons de sang, nous organisons des journées de consultation gratuites. Ça, pas à Cotonou, dans les milieux reculés. L'année passée, nous étions à Kobe, par exemple.
exemple, cette année, nous sommes en train de réfléchir sur le site à choisir. Et au cours de ces journées-là, nous offrons des comprimés, des médicaments essentiels dont les gens ont besoin, mais ils n'ont pas les moyens pour pouvoir Et justement, comment s'opère ce choix-là Comment vous opérez? Quels sont les critères de sélection des localités? La sélection des localités, pour l'instant, nous entendons entre nous, et puisque nous sommes venus d'horizons et d'horizons différents, et chacun propose, moi je connais tel site où les gens ont vraiment besoin, l'autre aussi propose ainsi de suite, et ensemble nous analysons en fonction des moyens que nous avons, en fonction des besoins urgents, nous analysons et nous choisissons quelque part où nous pourrons aller. J'espère que vous penchez aussi du côté de l'électricité, du côté de l'eau, n'est-ce pas? Tout à fait. C'est aussi un autre grand défi des populations rurales, pas que dans les contrées, mais dans les coins reculés, il y a ce problème. Ce problème est là, et je peux vous dire que nous en avons même discuté au cœur de l'association, surtout en parlant de l'eau. L'eau est essentielle à la vie. On peut peut-être rester sans manger quelques jours, mais on ne peut pas rester sans boire plusieurs journées, on risque de s'en aller. Et donc, nous y pensons et nous savons que ce sont autant de secteurs que nous devrons impacter. Sinon que pour le moment, vous êtes orienté, vous êtes concentré sur Nous sommes concentrés actuellement sur le Laksa. Alors, et ça va s'étendre, cette campagne de sensibilisation va s'étendre sur combien de temps encore? Tant que l'épidémie n'est pas déclarée terminée, nous sommes en guerre contre le Lassa. Et toujours au contact des populations. Toujours au contact des populations. Et cette fois-ci, j'espère que vous allez changer. Vous ne serez pas dans un autre établissement, mais pouvoir voir aussi, pourquoi pas, dans les marchés, aller au contact de ces hommes et femmes d'affaires. Pourquoi pas? Tout à fait, c'est tout à fait important. C'est là déjà, je vais vous remercier de m'avoir reçu ici. Et en associant les médias, je pense que nous apportons plus d'informations à beaucoup plus de monde, et puis nous serons mieux entendus et on aura beaucoup plus d'impact. Merci beaucoup. C'était donc l'expert de ce vendredi, Monsieur Maounion Romain Associnou, médecin généraliste, donc, qui est d'une association bénévole, en tout cas qui travaille beaucoup à la sensibilisation des populations. Actuellement, ils sont concentrés sur la lutte contre le virus Lassa. Merci d'être venu nous voir et on vous raccompagne avec ceci. Merci beaucoup. Après Esper, vous avez compris, c'est ActuWeb. Aujourd'hui, nous bénéficions de la compagnie de Adonis Bon. Que se passe-t-il avec Maurice Tantan? J'ai cru l'avoir jusqu'au vendredi et à la dernière heure, il me lâche, c'est ça ou quoi? On te lâche comment? C'est quoi? Tu as un arbre qu'on attrape et en même temps on le lâche? Non, les personnes ne lâchent pas, elles ont juste des contraintes de dernière minute. Voilà, les contraintes de dernière minute, certainement liées à la profession. En tout cas, il y avait son suppléant, c'est vous. Hein, c'est le député, on n'est pas député pour avoir des suppléants. Arrête, Adonis Bon. Tu dois aimer les piques. Alors, comment ça va? Bonsoir. Ça va bien. D'accord. Alors, vous avez réservé pour nous 3-4 informations. Voilà. Oui. On va y aller très rapidement. C'est Google, désormais, qui a la possibilité, la capacité donc de prédire les retards des vols avant les compagnies. Eh bien oui, si vous êtes inquiet du retard de votre vol ou de vos amis, Google est là pour vous. Les nouveaux algorithmes de machine learning du comparateur de vol de Google sont désormais capables d'anticiper les retards des avions avant même les compagnies aériennes. Google a annoncé avoir doté son application vol d'un outil de prédiction des retards. Dans un post, il annonce que le moteur de recherche qui pourra désormais prévenir de tous les retards en cas de changement d'horaire impromptu. En utilisant les données de l'historique des vols, les algorithmes de machine learning peuvent prédire certains retards même lorsque l'information n'est pas encore disponible auprès des compagnies aériennes. Eh bien, pour vérifier. Et comment ils le font? C'est-à-dire les compagnies elles-mêmes, ils arrivent à passer. Je n'ai pas compris. En fait, avec les modules GPS et toutes les choses, Google a la possibilité avec son application Google Vol et l'algorithme qui a été insinué dedans d'analyser les trucs de changement météorique, le plan de vol des avions pour pouvoir vous dire ce vol sera à l'heure ou s'il sera en retard.
Néanmoins, prenez toujours votre précaution en allant toujours à l'avance à l'aéroport. C'est mieux parce qu'on se connaît. Il y en a qui vont se dire, ah mais ok, c'est bon, désormais il y a Google qui va faire le travail et on peut accuser du retard. Ah non, c'est comme on dit, le train n'attend pas les voyageurs, il va partir vous laisser. Alors, l'UNICEF lance Game Changer, voilà, un projet pour miner les cryptomanies, c'est ça? Oui. Les cryptomanies pour les enfants. L'Organisation des Nations Unies pour l'enfance s'invite dans la gestion des bitcoins. Du 2 février au 31 mars, elle organise une levée de fonds humanitaires avec création de crypto-monnaies pour les enfants en Syrie. Avec la technique de blockchain, il suffit juste pour pouvoir aider l'UNICEF d'installer sur les ordinateurs des participants un logiciel qui permet d'utiliser une partie de la puissance de la carte graphique pour créer des crypto-monnaies. Les fonds récoltés par l'association seront entièrement reversés. L'opération qui a commencé va jusqu'en fin mars. Les dons classiques aussi sont aussi acceptés. Alors, troisième information, que se passe-t-il avec la Russie? Bien, vous rêvez de faire un tour sur la Lune. L'entreprise spatiale publique russe Energia va vous l'exaucer. Elle compte proposer des sorties dans l'espace en échange de 100 millions de dollars. Si vous avez oublié 80 millions d'euros, qui est l'équivalent de 100 millions de dollars, 80 millions d'euros d'équivalent en bitcoins dans un disque dur, il est temps d'aller chercher ces mots de passe-là. La Russie prévoit d'envoyer des touristes de la Station spatiale internationale faire des sorties dans l'espace, a annoncé un porte-parole de l'AFP. Le coût sera évalué, comme je l'ai dit, à 100 millions de dollars, soit 80 millions d'euros. Peut-être moins pour le premier touriste, a expliqué le patron de l'entreprise. Pour ce prix, ils pourront rejoindre les 217 astronautes à avoir déjà effectué une sortie spatiale et pourront même faire un film ou un clip vidéo là-bas. Avec sa fusée Soyouz, la Russie est le seul pays à être en mesure d'envoyer des personnes sur l'ISS. Energia est actuellement en train de développer le module spatial surnommé le NEM2 pour envoyer les touristes. Depuis 2001, le premier cas de tourisme spatial, c'était en 2001. Scientifiques de la NASA, 6 hommes et une femme ont déjà payé entre 20 et 40 millions de dollars pour pouvoir avoir accès à du tourisme sur la Lune. Adonis Boum, est-ce que vous êtes prêt à jouer à ce jeu? Un de ces 4? Quel déjà? Oui, mais d'y aller... Avec 100 millions de dollars. C'est pour ça que je dis un jeu. Non, un non, jeu, non. c'est soit pour gagner, soit pour perdre. Est-ce que vous êtes prêt Même si j'ai 100 millions de dollars, il y a d'autres choses que je pourrais faire plutôt que d'aller juste passer 1 ou 2 heures. À chacun ses ambitions, à chacun ses rêves. Merci beaucoup, Adonis Boum. Et c'est là que prend fin donc la rubrique ActuWeb de ce vendredi. Alors, nous sommes à quelques secondes de la grande édition avec Nadège Sani. On va y aller avec la complicité de la rédaction.
19h45, mesdames, messieurs, merci de prendre le rendez-vous de l'information sur BB24. Voici les titres. Déjà 40 années d'existence pour l'école polytechnique d'Abomey-Calavi. À l'occasion de cette célébration, un téléthon a été organisé. Le compte rendu, c'est dans quelques instants. La Société béninoise de brasserie et la Fédération béninoise de cyclisme sont désormais en partenariat. La signature d'accords officiels a eu lieu ce jeudi. On en parle dans ce journal. De 10 communes en 2011, le projet de nutrition alimentaire s'est élargi à 40 en 2014. Ceci constitue une solution à la crise alimentaire, notamment chez les enfants de 0 à 5 ans. Bonsoir à tous. Renforcement des capacités dans le secteur de l'alphabétisation au Bénin. Le ministre de l'Enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle a procédé ce vendredi au lancement officiel de la campagne expérimentale d'alphabétisation au profit des artisans. Elle vise à doter davantage les opérateurs privés du secteur de l'alphabétisation de moyens matériels et d'outils nécessaires dans l'exercice de leurs tâches. L'école polytechnique d'Abomey-Calavi célèbre ses 40 ans d'existence. À l'occasion de l'édition 2018, un téléthon a été organisé ce jeudi à la faveur de la cérémonie de sortie des étudiants polytechniciens en fin de formation. L'initiative a drainé un parterre de partenaires techniques acquis à la cause. Jules Akoykou et Patrick Adjakboudjou ont pris part à la cérémonie. Le compte rendu. L'EPAC, l'école polytechnique d'Abomey-Calavi, a 40 ans. Un parcours exceptionnel, un cachet spécial. À l'occasion de la célébration de la journée du monde professionnel, édition 2018, les étudiants polytechniciens ont été formés en entrepreneuriat. Nous avons organisé la journée du monde professionnel, JMP, qui s'organise tous les ans, qui a démarré dans notre institution depuis 2009, donc qui permet aux étudiants de pouvoir suivre les enseignements, les conseils des professionnels anciens polytechniciens qui essaient de les coacher et vraiment pour les rendre vraiment mieux outillés pour pouvoir trouver des possibilités d'emploi. Les étudiants saluent l'initiative, surtout dans un environnement où l'insertion professionnelle sur le marché du travail est problématique. Avant la fin de notre cycle académique, il faut déjà qu'on nous prépare à l'insertion professionnelle. Il faut déjà dans la tête qu'on nous enseigne déjà l'auto-entrepreneuriat. Avec ma formation reçue, je peux déjà m'installer à mon propre compte. C'est vrai que je n'ai pas encore commencé mes petits pas dans l'entrepreneuriat, mais ça nous permet déjà, ça peut nous permettre déjà de nous installer et prospérer dans l'entrepreneuriat. Pour un rayonnement de cette école technique et pluridisciplinaire, les responsables sollicitent l'appui de tous. Notre école a 40 ans d'existence, mais comme vous le voyez, les moyens mis à notre disposition par l'État, les moyens sont vraiment dérisoires. Comme vous le voyez, depuis 1977 que cette école a été créée, le budget d'investissement ou bien la subvention de l'État a avoisiné environ 180 millions. Mais j'avoue qu'en 2018, nous n'avons reçu que 60 millions. Comme vous le voyez, gérer 2000 étudiants dans les domaines d'ingénierie, de conception, dans le domaine des travaux pratiques comme l'analyse biomédicale, il faut vraiment avoir des laboratoires qui répondent aux plateaux techniques pour former les ingénieurs. Puisque nous sommes dans deux domaines thématiques, ancrage entre le secteur biologique et le secteur industriel. 40 années d'existence au service de la formation des élites de développement du Bénin. L'école polytechnique d'Abomey-Calavi fait un autre pas en avant. Elle ouvre encore pour quelques jours ses portes au grand public et ce, jusqu'au 10 février prochain.
Signature d'accord de partenariat entre la Société béninoise de brasserie Sobebra et la Fédération béninoise de cyclisme. La Sobebra s'engage désormais à accompagner la FBC dans ses activités au Bénin et à l'étranger. La signature d'accord a eu lieu ce jeudi à l'hôtel Golden Tulip Edmond Rombord, Gloria Oni. Par cette signature, le lien est définitivement scellé entre la Société béninoise de brasserie et la Fédération béninoise de cyclisme. 3 ans de partenariat pour de meilleurs résultats. C'est une décision qui est une première et qui, je l'espère ici, ne sera pas une décision isolée en matière de partenariat avec des fédérations sportives au Bénin. Si nous avons pris cette décision d'accompagner le cyclisme, c'est déjà parce qu'effectivement le cyclisme a des valeurs qui sont très très proches de celles que défend notre groupe. Des propos encourageants qui viennent booster ces jeunes cyclistes. Il revient alors à chacun de donner le meilleur de lui-même pour relever le défi auquel l'équipe fait désormais face. Si un coureur à la traîne, il ne participera pas au prochain championnat, il ne sera pas dedans. Nous voulons des jeunes du Bénin, du sud jusqu'au nord, nous allons les dénicher de partout. Nous voulons gagner cette fois-ci. Il faudrait voir, autour du Faso, on n'était plus les derniers. On n'était plus les derniers et on ne sera plus jamais les derniers. Il ne reste plus qu'à faire un bon usage et une bonne gestion des fonds mis à la disposition de la Fédération béninoise de cyclisme par la Sobebra, la Société béninoise de brasserie. De 10 communes en 2011, le projet de nutrition alimentaire s'est élargi à 40 en 2014. Une solution à la crise alimentaire, notamment chez les enfants de 0 à 5 ans. Pour présenter les efforts du Bénin en la matière, une conférence débat animée par le professeur Von Braun, vice-président du panel de Malabo Montpellier sur l'alimentation, la nutrition et l'agriculture en Afrique s'est tenue sur le thème politique et expérience majeure de sécurité alimentaire et nutritionnelle dans le monde. C'était le mercredi à l'université d'Abomey-Calavi. Passé de 40% en 2011 à 34% en 2014, le taux de malnutrition chronique a nettement régressé chez les enfants au Bénin. Un résultat dû à la prise en charge alimentaire des enfants de 40 communes sur les 77 que compte le pays. Des actions concrètes ont commencé à être menées sur cette tranche de la population de 0 à 5 ans. Le projet de nutrition communautaire a couvert 10 communes et a suivi de manière minutieuse chaque mois la croissance de tous les enfants. À partir de 2014, cette opération qui couvrait 10 communes a été étendue à 40 communes sur les 77. Dans le souci d'assurer cette cause noble, qui reste un pilier pour le développement, plusieurs acteurs entrent en scène. Le conférencier a parlé de coalition globale des acteurs. Au niveau mondial, il y a ce qu'on appelle le Scaling Up Nutrition. C'est le secrétariat général des Nations Unies qui a institué ce groupe qui travaille uniquement sur la nutrition à l'échelle mondiale et qui rassemble tous les pays du monde chaque année pour leur demander qu'est-ce que vous avez fait. Et chaque pays est invité, chaque pays qui adhère, le Bénin a adhéré en 2011, chaque pays qui adhère est invité à constituer une plateforme nationale où se retrouvent les autorités politiques, publiques, les acteurs des systèmes des Nations Unies, UNICEF, PAM, FAO, etc., des ONG nationales et internationales pour échanger régulièrement tous les 2 mois sur cette redevabilité. Souvent plus vulnérables, les enfants sont les plus touchés. Ils représentent la première cible que visent les différentes actions des partenaires. Aujourd'hui, où je vous parle des acteurs qui sont expérimentés dans le suivi de la croissance et dans l'accompagnement des ménages, suivent environ 280 à 300 000 enfants de 0 à 5 ans chaque mois sur leur croissance
pour éviter qu'ils tombent dans la situation de malnutrition chronique, donc la déficience du cerveau. Puisque la croissance d'un enfant se fait pendant ses 1000 premiers jours, bien le nourrir participe à son développement. Page internationale à présent, la Banque islamique de développement lancera en avril 2018 un fonds appelé Transform qui sera dédié aux start-up et petites et moyennes entreprises marocaines. Avec un capital de 500 millions de dollars, soit 250 milliards de francs CFA, le fonds Transform fournira des capitaux de démarrage nécessaires pour les projets porteurs. En Éthiopie, 993 villages ont été électrifiés en 2 ans et le réseau de 146 villes a été amélioré. Ces réalisations ont pu être possibles grâce au plan de croissance et de transformation initié par le gouvernement. Le projet entre dans le cadre du programme national d'électrification qui ambitionne de porter le taux d'électrification national à 90%. C'est cette information qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur BB24. Et le grand rendez-vous se poursuit, reste à découvrir Horizon Culture ce vendredi qui accueille donc un confrère et avec lui nous allons évoquer donc l'écriture, quelle est sa place donc dans la culture béninoise. Et puis les beautés rondes encore honorées aujourd'hui, nous parlerons donc de leur mode, qu'est-ce qu'il y a comme mode et qui existe pour les femmes d'une grande taille. Et bien voilà, pour ce qui reste à découvrir, nous ouvrons donc la rubrique beauté au pluriel. Beauté au pluriel aujourd'hui reçoit une créatrice de mode, Sarah Kodjo, donc, qui nous parlera un peu de son orientation vers les grandes tailles. Beauté ronde aujourd'hui, nous allons regarder cet extrait et on revient en parler. À la base, j'ai une forte poitrine, j'ai la taille plutôt marquée et des hanches assez développées. Donc en général, j'essaie de mettre plus en valeur ma taille parce que la poitrine, je pense qu'on la remarque très bien. Donc je mets pas très souvent des robes, mais quand je vais sortir, je mets quand même des robes qui mettent en valeur ma taille. Représenter les femmes rondes, pour moi, c'est important parce que déjà quand j'ai commencé, j'étais pas si mince que ça non plus. Enfin, je devais porter du 38, quelque chose comme ça. Et en fait, je remarque que c'est toujours des modèles très filiformes qu'on représente, alors que la femme réelle n'est pas du tout comme ça. Et je pense que ça peut complexer en fait à un moment. Donc j'essaie de montrer que quelle que soit notre forme, on peut être fier de l'avoir et que ça n'empêche pas qu'on est belle. Pour les grandes tailles, en général, c'est cher, mais le problème c'est qu'il n'y a pas forcément... En fait, ils ne pensent pas vraiment aux femmes grande taille. Donc les vêtements qu'on trouve ne sont pas forcément des trucs qui nous plaisent. Et si on veut réellement trouver quelque chose qui nous plaît, il faut vraiment y mettre le prix. Eh bien voilà, ces femmes-là qui sont souvent lésées sur le marché, difficile pour elles d'être satisfaites. Qu'est-ce qui se passe concrètement? En tout cas, nous avons sur ce plateau une dame qui a décidé donc de leur venir en aide en leur proposant donc une variété, une multitude de tenues. Madame Sarah Kodjo, bonsoir. Bonsoir Cara. Vous vous portez bien, j'espère? Ça va bien, merci. D'accord, vous êtes ronde, vous êtes très belle. Merci, je fais comme vous. Elonia Dalmeda, bonsoir. Bonsoir Karamat. Vous n'êtes pas vraiment ronde, vous êtes belle aussi. Entre les deux. Entre les deux, 40-42. Le juste milieu. Voilà, exactement. Alors, on parle aujourd'hui des tenues, mode. voilà, la mode des femmes Mardi, rondes. on était plus sur le côté, l'aspect beauté, comment se sentir belle, comment assumer ses rondeurs. Aujourd'hui, on veut plus s'appuyer sur l'aspect mode qui aujourd'hui ouvre beaucoup d'opportunités à beaucoup de personnes dans la mode, notamment Sarah qui a spécialisé sa marque justement sur les grandes tailles. Bonsoir Sarah.
bonsoir. Bonsoir. Alors, pourquoi vous avez choisi de vous spécialiser sur les grandes tailles dans vos créations? Alors, en fait, ce n'était même pas une spécialisation, c'était plus une évidence, dans le sens où je ne suis pas de petite taille, je ne l'ai jamais été, et que je considère que le créateur ou la créatrice est sa meilleure publicité. Donc, à ce moment-là, ma marque, c'était d'abord des bijoux, hommes et femmes. Ensuite, on a voulu étendre à d'autres activités, notamment le vêtement féminin. Et on s'est dit, pourquoi pas ouvrir aux grandes tailles, dans la mesure où déjà le marché existe en termes de demande, mais en termes d'offres, c'est pratiquement zéro. Quand vous rentrez dans les prêt-à-porter, ceux qui sont polis vous disent, oh, il n'y a rien de votre taille peut-être dans le prochain arrivage. Ceux qui ne sont pas polis vous disent, non. C'est hors norme, voilà. Vous n'êtes pas... vous n'avez pas la taille standard. Nous, on ne vend que des tailles standards ici. Donc, c'est après avoir subi ça, c'est vraiment une ligne très personnelle, en fait, la ligne de vêtements pour grande taille que nous faisons. Et après avoir subi ça pendant des années, parce que j'ai toujours été ronde, aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été une femme ronde, j'ai toujours été entourée de femmes rondes, et nos vêtements, on était obligés de les commander en ligne, et ce n'est pas forcément la qualité qu'on veut, ce n'est pas forcément les coupes qui nous mettent en valeur, c'est souvent une accumulation de tissus ou d'autres choses, où il y a l'option Bombay, Boubou. Pourquoi? Mais pourquoi? J'ai envie de porter une belle robe brillante, comme les femmes que je vois à la télé sur le tapis rouge, j'ai envie d'être belle. J'ai envie que des femmes rondes comme moi se sentent belles, mises en valeur. Il y a aucune raison de se cacher. Et donc, c'est à partir de tous ces constats-là que j'ai décidé donc que si on devait faire des vêtements, parce qu'on a tapé dans les vêtements, mais dans les vêtements de luxe, donc soirée, gala, mariage, on va ouvrir à toutes les tailles. Donc on fait du 38 à la taille 50. D'accord. Ce qui fait qu'on couvre quand même un assez large panel, et on a la possibilité aussi de faire du sur-mesure. Le but est vraiment ça, qu'une femme, quelle que soit sa corpulence, puisse trouver une robe de luxe et se sentir, comme je dis toujours, le monde entier doit être votre tapis rouge. D'accord. Mais comme l'a dit le mannequin, Ariel Moumbedji, est-ce que quelque part il n'y a pas un problème au niveau des prix aussi? Qu'est-ce qui explique que ce soit beaucoup plus cher? Je me rappelle qu'on a reçu ici une jeune femme qui, elle, est dans les sous-vêtements, et elle disait que pour les sous-vêtements femmes, pour les grandes tailles, ça coûtait beaucoup plus cher. Qu'est-ce qui explique ça? Alors, quand moi j'ai fait une sorte d'étude de marché auprès de, je ne vais pas dire la concurrence, mais je vais dire les marques qui font de l'industriel, du prêt-à-porter de façon industrielle, la réponse standard, c'était que pour les grandes tailles, il faut plus de matières premières, donc plus de tissus, plus de renforts surtout. D'accord. Parce que au en termes de lingerie, par exemple, il faut doubler, il faut vraiment renforcer pour assurer le maintien des formes. En termes de vêtements aussi, nous utiliserons beaucoup plus de matières. D'accord. Après, nous, notre particularité, c'est que c'est le luxe, donc c'est des tissus déjà assez coûteux, assez riches et nobles. Donc dans ce cas-là, on s'adapte en fait à ce qui se fait sur le marché international, sans pour autant exagérer, parce qu'à notre niveau, ça reste de l'artisanat de luxe, donc de la production en quantité limitée par collection. Donc on essaie d'adapter nos prix aux prix qui se font sur le marché pour cette niche-là. D'accord. Mais c'est un véritable paradoxe. Par exemple, si on prend le cas du Bénin, on va dire qu'une femme sur 3 est quand même en embonpoint, assez ronde. On aime les rondeurs, les hommes aiment les rondeurs de nos femmes béninoises. Comment ça se fait que très peu de personnes se soient lancées dans cette niche? Je pense par exemple aux tailleurs de rue qui sont dans les quartiers, etc. Comment ça se fait qu'il n'y ait pas plus de enseignes de prêt-à-porter qui se spécialisent dans ça, même si c'est du Made in France envoyé à Missebor? Comment vous expliquez ça? Je pense déjà que, comme vous l'avez dit, à la base, les prêt-à-porter, c'est de l'importer qu'ils font. Ils font de l'importer à partir de la France, de la Chine. Donc, de façon générale, au Bénin, c'est ça. Ce sont les deux pays d'origine des prêt-à-porter classiques. La Chine produit ce qui correspond à ses standards. Bien sûr. Quand vous voyez une femme asiatique, elle n'a rien à voir avec la corpulence d'une femme africaine. Mais en raison du coût,
Donc, ils ont une très grande main-d'œuvre, donc le prix est très réduit. En raison du coup, les prêt-à-porter africains et béninois iront plus vers ce genre de pays et forcément n'auront pas les tailles qui correspondent au marché réel. Sur le plan de la France, c'est en train de changer. De plus en plus de marques offrent des grandes tailles. J'en connais beaucoup qui ont carrément une section curves, comme ils disent, ou une section plus size. Donc, offrent de plus en plus des tenues prêt-à-porter de masse pour différentes tailles. Et il y a aussi la Turquie de plus en plus, qui est un pays auprès duquel beaucoup de prêt-à-porter béninois commencent à se ravitailler. Et la Turquie fait de très grandes tailles. D'accord. Voilà. Maintenant, on parlait de la création. Vous êtes créatrice de mode. Plus dans la création. Donc vous dessinez, vous concevez, etc. Oui. Maintenant, quelle est la popularité d'événements comme la Fashion Week à laquelle vous participez? Je parle de la Fashion Week plus size, par exemple. Alors, en 2017, en septembre 2017, il y a eu justement la première Plus Fashion Week d'Afrique qui s'est déroulée au Nigeria, à Lagos, à l'Oriental Hotel. Et c'était franchement une expérience extraordinaire. Nous avons été contactés par les réseaux sociaux. En fait, ce sont nos fans qui font beaucoup notre communication et qui ont fait que Mahogany International, qui est la compagnie qui organise l'African Fashion Week à Londres et à Lagos, a décidé d'organiser la Plus Fashion Week Africa. Et ils nous ont contactés et nous avons participé en tant que seule marque francophone qui fasse qui fasse dans de la création et pas de l'importation, qui fasse dans de la création ouverte jusqu'à la taille 50. Et c'était très intéressant parce que les mannequins étaient hyper professionnels. Elles ont été coachées pendant 3 mois par des mannequins américains et britanniques. Elles avaient la confiance en elles parce que c'est d'abord ça. La personne qui porte votre vêtement et qui va le vendre, c'est le mannequin. Et elles étaient vraiment à l'aise. Tout était très bien organisé. C'était excellent. Pour une première édition, nous avons eu de très très bons retours. D'accord. Alors nous avons des téléspectatrices qui nous regardent. Elles aimeraient bien savoir, en tant que femme ronde, qu'est-ce qu'elles pourraient bien porter et comment agencer leurs habits. Est-ce que vous avez des conseils à leur donner? Sarah Kodjo vous dira tout, hein. Elles peuvent tout porter. Absolument. Ou bien. Absolument. Je pars du principe qu'une femme ronde peut tout porter. Voilà. Tout se joue après sur ce que j'appelle les illusions d'optique. Vous avez de la poitrine, vous avez du ventre, vous voulez cacher votre ventre, vous mettez votre poitrine en valeur. À ce moment-là, le regard est tout de suite attiré par ce que vous avez mis en valeur. Et donc, détourner vers ce qui est bien, ce que vous trouvez bien. Chez vous, et voilà. Donc, quand j'entends par exemple des femmes rondes venir à la boutique et me dire « mais moi je ne porte pas du blanc », souvent je leur dis « mais si vous avez été mariée, vous avez porté du blanc ce jour-là, vous étiez belle. Ou si vous allez vous marier, mais je vais devoir vous faire une robe blanche. Donc, il va falloir vous réconcilier avec le blanc. La notion de couleur claire donne du volume, c'est vrai, mais il faut savoir où placer les couleurs claires. On dit souvent aussi qu'il faut porter des couleurs claires en haut, en bas, porter des couleurs sombres. Oui, mais c'est pas valable pour toutes les corpulences. On peut très bien être... excusez-moi. Allez-y. On peut très bien être une femme ronde sans avoir forcément la proportion en 8. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, si vous avez... On en parlait sur le plateau mardi. Si vous avez une poitrine proéminente, par exemple, comme moi, mettre une couleur claire en haut, une couleur sombre en bas donnera l'impression que vous avez une corpulence en V, en trapèze, ce qui n'est pas forcément flatteur et très attractif. Donc il faut plutôt mettre les couleurs sombres. Peut-être. Moi, je dis toujours peut-être parce qu'on peut toujours mettre des couleurs claires. Mais après, décorer la tenue de façon à créer l'illusion d'optique. Justement, les imprimés, quel rôle jouent les imprimés dans la tenue? Est-ce qu'on évite, on voit sur Internet, imprimé horizontal, vertical, en matière de rayures, fleuri, ça a tendance à grossir. Qu'est-ce que vous conseillez? Moi, je pars pour les imprimés très petits ou très larges, dans le sens où quand c'est très petit, ça peut faire une tenue entière. Quand c'est très large, ça peut être découpé pour être appliqué sur une tenue unie. Et là, on va appliquer à des endroits qu'on veut mettre en valeur et laisser la partie unie vers les endroits qu'on n'a pas forcément envie de flatter. Au niveau accessoires, vu que vous êtes aussi accessoiriste, qu'est-ce qu'on privilégie? Le bracelet, le collier, qu'est-ce qui est beaucoup mieux le collier, quand l'encolure vous le permet. Par exemple, j'ai une encolure décolletée, je ne vais pas laisser ça vide parce que en griffe, j'ai
présentoir. Il y a du monde au balcon. C'est ça. Donc, à ce moment-là, je peux mettre un bijou, pas forcément fin, comme ce que je porte. C'est pas forcément fin, ce sont des pierres. Et je mets de façon à ce que ce soit assorti à ma tenue, sans pour autant faire du ton sur ton. Par exemple, là, j'ai un petit voile rose que j'ai mis en valeur avec des pierres roses, mais le reste de la tenue est bleue. Bracelet pour les tenues à une encolure fermée. Et là, maintenant, on peut mettre en valeur les poignets et tout ça. Mais plus c'est gros, mieux c'est, contrairement à ce qu'on pense. Oui, pour les femmes rondes. Parce qu'une femme ronde qui met du très fin, ça ne se voit pas. Il y a des femmes rondes même où ça disparaît dans les plis. Alors que quand c'est gros, c'est ce qu'on appelle en anglais les statements. Est-ce que ça ne donne pas, c'est pas trop, c'est pas... Non, parce que le regard est attiré. Ça fait du bourré, à mon avis. Non. En fait, le regard est attiré par le bijou et son éclat, et non par les plis de la peau qu'on ne voit plus, en fait. Donc les femmes rondes peuvent bien porter des bijoux bien gros. Quand vous allez sur Internet et vous faites de petites recherches, vous allez voir que les bijoux les plus imposants sont souvent portés par des femmes de grande taille et de forte corpulence. C'est vraiment nous. Vous n'allez pas prendre une femme de taille 36 et lui mettre un bijou énorme. Exact. Qui va tout bouffer, de suite, elle a l'air encore plus petite, en fait. D'accord. Mais on dit d'éviter les ras de cou quand on est assez ronde. Oui. Alors, si votre cou ne le permet pas, moi j'ai un cou court, donc mon collier va descendre un peu. Mais pour quelqu'un qui a un long cou, par exemple, comme vous, ou un cou standard, comme Madame Cara, elle peut se permettre un ras de cou. Mais moi, par exemple, ça ne se verra pas. D'accord. Voilà. Tout dépend en fait de... Il faut pouvoir s'étudier soi-même, étudier sa morphologie, identifier ses points forts et ses points faibles et décider ce qu'on veut mettre en... Et ces astuces-là, les téléspectatrices peuvent les retrouver où en général? Il suffit simplement d'aller sur... Moi, franchement, Internet, votre source, c'est Internet. Ma source, c'est Internet. Vous mettez vos préoccupations dans Google, ils vous sortent un tas de blogs. Il y a tellement de choses maintenant pour les femmes rondes. Il y a des blogs avec des blogueuses qui sont extraordinaires, qui sont de toutes les corpulences. Rondes, on a des blogs mode spéciales rondes, etc. Des spéciales rondes courtes même, j'en ai vu, spéciales rondes, grande taille. Il y a absolument de tout. D'accord. On finit avec les chaussures. Qu'est-ce que vous conseillez? Talons aiguilles, talons compensés? Rapidement, Elonia, Pas talons aiguilles, parce que le poids en général est difficile à gérer. Plutôt talons très hauts avec le talon légèrement épais et une plateforme à l'avant pour soutenir au niveau des orteils. Donc ça crée un certain équilibre et la femme forte est à l'aise en fait. Très bien. Eh ben, c'est vraiment de très bons conseils que vous nous avez donnés ici. J'espère que les téléspectatrices seront contentes. Merci Sarah Kodjo. Je rappelle que vous êtes créatrice de mode. Oui. Voilà. Merci. C'est nous qui vous remercions, c'est nous qui vous remercions d'être venus nous voir par ici pour ces informations. Elonia d'Almeida. Oui. Merci. On se retrouve mardi prochain. Mardi prochain, avec Heureuse, certainement pour parler de la Saint-Valentin, puisque c'est la semaine de la Saint-Valentin qui s'annonce tout doucement et chacun se prépare à sa manière. Exactement. Voilà, c'était donc Beauté au pluriel qui parlait donc des femmes rondes, de leur tenue, accessoires, chaussures. Voilà, il n'y a plus de complexe à se faire. Ah non, c'est vrai que ça coûte un peu cher, c'est vrai, mais pour être belle, il faut y mettre du prix, tout simplement. Dernier plateau que nous allons installer, c'est bel et bien Horizon Culture. Horizon Culture, avant de recevoir mon collègue, mon confrère Patrick, nous allons vous faire regarder ce reportage qui incite tout simplement les jeunes à la lecture. Et c'est un reportage qui porte la signature de Lucrèce Degla. Quelle romancière est l'auteur de Riwan ou le chemin de sable ou encore du Baobab fou? C'est Ken Bougoul. La littérature béninoise est essentiellement d'expression française, même s'il existe quelques ouvrages en langue béninoise très peu connus. La littérature béninoise a beaucoup évolué depuis les années 20. Autrefois réservée à une certaine catégorie d'érudits, elle ouvre désormais le champ à de jeunes auteurs grâce au concours littéraire. La mère du foyer n'était pas là. Ailleurs, loin, dans la case de la guérisseuse, elle poussait les cris de l'accouchement. L'enfant, lui, poussait des cris de victoire, la victoire de la vie. L'enfant naissait ce 21 juin 1998. C'était une fille. Et aujourd'hui, elle a 19 ans.
Elle aime la littérature à mourir et est en deuxième année de journalisme. Et demain, elle veut conquérir le monde. Elle, c'est moi. Et moi, c'est Anne. Je prépare à Miss Littérature parce que j'adore la littérature en général et j'aime lire la littérature dans tous les domaines, que ce soit la littérature béninoise ou la littérature du monde. L'ambition des promoteurs de ces concours est de susciter chez la couche juvénile le goût de la lecture et de l'écriture. Nous avons organisé Miss Littérature parce que nous avons ressenti le besoin d'encourager les jeunes filles amoureuses de la lecture à persévérer dans cette lancée. Et nous avons également voulu inviter tous les autres jeunes, qu'ils soient garçons ou filles, à mieux s'intéresser à la littérature. Le concept Plume Dorée est simple. Il s'agit d'aider les jeunes porteurs de projets, les jeunes écrivains à sortir leurs manuscrits des disques durs de leur tiroir et de mettre en avant les meilleurs porteurs de projets, de mettre en avant leurs projets. De telles initiatives sont bienvenues, d'autant plus qu'elles offrent aux participants un creuset pour se perfectionner. Au niveau de la détection, nous en avons fait par centaines. Il y a beaucoup de jeunes, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, il y a beaucoup de jeunes qui sont porteurs de projets, qui ont des projets intéressants. Bon, d'autres, des projets qui sont moins intéressants, mais justement qui nécessitent un accompagnement, d'où la formation. Donc, que nous mettons en place doublement à travers des ateliers d'écriture et une résidence d'écriture. Les ateliers nous permettant de donner les rudiments à un nombre un peu plus large de porteurs de projets. Et à la suite des ateliers, nous en retenons 5 qui vont en résidence. Le concept de la résidence, il s'agit globalement de 15 à 21 jours d'internement en griffe où ils sont encadrés par des personnes plus avisées. C'est également l'opportunité pour les plus doués de voir se concrétiser un début de carrière dans le monde de la littérature. La publication. Publier, pour nous, c'est un acte, c'est l'un des actes forts, l'un des actes fondateurs même de la démarche. Donc depuis 2008 jusqu'à maintenant, nous avons publié à peu près 45 auteurs dans 10 recueils ou ouvrages individuels différents. Donc chaque année, nous publions un livre qui peut être dans le cadre d'un roman, donc un seul manuscrit édité, ou quand il s'agit de la nouvelle ou du théâtre, un recueil. Au-delà du fait d'encourager les filles à lire, c'est également de les suivre sur la voie de la création littéraire. Et puis donc, nous avons demandé à ces 10 finalistes si elles souhaitaient écrire. Elles ont dit oui. Et elles ont chacune écrit une nouvelle. Nous les avons accompagnées avec toute une batterie d'activités, des ateliers d'écriture essentiellement, et un processus éditorial, et qui a donc donné naissance à ce recueil de nouvelles Diadème. Une dizaine d'ouvrages pour le compte du concours Plume Dorée et le deuxième en cours pour le concours Miss Littérature. De nouvelles vocations suscitées et déjà plusieurs carrières mises en branle. De quoi espérer de beaux jours pour la littérature béninoise. On applaudit, madame, monsieur, on applaudit très fort. Voilà, est-ce que vous avez l'impression que ça prend vraiment la littérature, enfin l'écriture, cette frénésie à lire dans le rang des jeunes aujourd'hui? Oui, en fait, les jeunes aujourd'hui ont deux approches. C'est l'approche que vous connaissez bien, l'approche nouvelle génération tête baissée, et l'approche lecture dans les ouvrages. Patrick Djossou, oui. Allez-y rapidement. Oui, oui. Et puis, quand on voit les deux approches, on se demande est-ce que ça va réussir? Mais ça réussit parce que ceux qui lisent continuent de lire. Et certains parents ont pu impulser ce bon départ à leurs enfants qui lisent les ouvrages avec des résultats qu'on connaît très bien. Oui. Patrick Djossou, bonsoir. Merci d'être venu. Vous êtes journaliste culturel. Vous officiez ici à l'ORTB sur la Une, et nous allons parler donc des caractéristiques de la plume béninoise et puis de l'amour. Est-ce que les Béninois à la base aiment lire et qu'est-ce qu'il faut faire donc pour amener cette jeunesse et aussi même les adultes à cultiver l'art de lire. Alors rapidement, vous avez lu assez de romans d'écrivains et surtout d'écrivains béninois. Qu'est-ce que vous avez pu retenir? Qu'est-ce qui les caractérise? Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Qu'est-ce qu'ils partagent ensemble? Non, ce qu'ils ont en commun actuellement, c'est
qu'ils font descendre l'écriture à sa plus simple expression. Quand je dis simple expression, ce n'est pas simpliste, ce n'est pas qu'ils sont dans la facilité, non. C'est que ce qu'ils écrivent est abordable, il n'y a pas toute une batterie de mots compliqués ou de phrases alambiquées, il n'y a pas, les phrases sont simples, donc cela permet de lire du début jusqu'à la fin d'un seul coup. Et ça, c'est déjà une qualité. Chez presque tous les écrivains béninois, enfin, je veux parler de la plus jeune génération. Et deuxième chose, ce sont des sujets qui sont des sujets pratiquement béninois. Et à travers les écritures, à travers les écrits plutôt, on a l'impression de se retrouver dans tel quartier de Cotonou, tel autre quartier de Porto-Novo, tel quartier de telle ville. C'est-à-dire en lisant donc les écrivains locaux, on vit vraiment cette histoire. Oui, ils ont décidé. Et ce n'est pas qu'ils se sont entendus, mais petit à petit, se sont décidés à localiser l'écriture. Donc, quand on lit, on s'y plaît. On se plaît à lire, à découvrir ce qui est écrit. Et on se demande si c'était comme ça. Pourquoi on n'écrivait pas? Pourquoi les gens n'écrivaient pas? Pourquoi il n'y avait pas assez d'ouvrages qu'on éditait? Est-ce que cela n'expliquerait pas donc ce refus de la lecture là auparavant qu'on notait chez nos frères et sœurs? Oui. Parce qu'en lisant, ils ne se retrouvent pas, ils ne se sentent pas vraiment, ils ne vivent pas l'histoire que racontent les livres qu'ils lisent. Ça, c'est vrai, parce que dans mes souvenirs, je garde un écrivain. Il n'est pas béninois, je ne vais pas citer son nom, je vais juste parler de l'ouvrage. L'aventure ambiguë. Lorsque vous lisez, vous n'êtes pas d'un niveau intellectuel élevé, vous comprenez à peine ce qui est dit. C'est que c'est entouré. Il faut un peu rendre clair, par clair, je dis que ce n'est pas du simplisme. Il faut rendre clair ce qui est dit. Quand c'est entouré dans un nirvana, celui qui lit va lire, mais ne va pas vraiment entrer dans le tréfonds de l'écriture. Et c'est ce qui se fait actuellement. Et vous avez raison, c'est ce qui a fait qu'à un moment donné, il y a eu des connexions. Les jeunes ne lisaient plus parce que quand ils lisent, ils ne s'y retrouvaient pas. Cela ne concordait pas avec leur vécu, avec leur réalité. Donc finalement, on peut dire que les écrivains du Bénin se sont finalement adaptés au goût du public. Exactement. Maintenant, c'est le public qui tarde un peu. Il y a je l'ai dit, il y a deux publics. Ceux qui sont toujours dans les réseaux sociaux, dans tout ce qui est technologie de l'information. Et puis ceux-là... Ceux qui sont plongés vraiment. Ils sont plongés totalement. Il y a ceux-là qui continuent de lire parce qu'ils ont vu leurs parents lire ou on les a déjà contraints. Il y a certains professeurs de l'association, je leur rends hommage, de l'association des professeurs de français du Bénin, qui ont pris sur lui de pousser les enfants à aller dans les bibliothèques. C'est vrai qu'il y a aussi ce problème de bibliothèque. On n'en a pas assez, mais ils les poussent à aller vers les bibliothèques, à aller lire. Et ces enfants-là ont continué de lire. Et avec cette continuation, je dis, avec ce travail qui se fait par ces professeurs, petit à petit, la lecture est en train d'entrer dans les habitudes de certains élèves. Maintenant, il faut que les parents puissent accompagner. Quel parent pour quel lecteur? Quand le parent, quand il revient à la maison, qu'il soit intellectuel ou pas, bon, celui qui n'est pas intellectuel ne pourra pas s'approcher vraiment du livre, mais quand il est intellectuel, qu'il soit intellectuel littéraire ou scientifique, si en revenant à la maison, il prend un ouvrage et l'enfant voit qu'il se déstresse en lisant, l'enfant petit à petit est poussé vers la lecture. Et quand vous parlez d'adaptation, n'est-ce pas, au public, et pourquoi ne pas penser aussi à satisfaire cette couche-là de notre société qui est en grande partie analphabète, qui ne sait pas vraiment, qui n'a pas la maîtrise de la langue française, mais qui a le goût et qui veut aller vers la découverte des histoires qu'elle vit, enfin, cette couche-là qu'elle vit, ou aller découvrir d'autres réalités. Pourquoi est-ce qu'on n'irait pas dans ce sens pour proposer des livres en fond, en dindi, en bariba et bien d'autres? Pour parler de littérature nationale ou de littérature nationaliste, oui, c'est une option, une belle option
qui peut, parce que quand on voit l'alphabétisation qui est en train de prendre de l'essor, on peut l'accompagner avec des ouvrages en langue. Et ça peut, c'est vrai, dans une certaine mesure, aider à la lecture. Voilà. Mais moi, mon inquiétude, c'est est-ce que ces parents qui vont lire dans les langues, est-ce que ces parents-là vont comprendre que malgré tout, la langue qui nous a colonisés, on ne peut pas s'en départir. Sans passer, c'est le français. Et il faut donc faire un effort dans ce sens, amener donc les enfants déjà à l'école et puis relever ce grand défi. Alors quand on parle de la plume béninoise, qu'est-ce qui reste à faire? À la comparer déjà avec ce qui se fait à l'étranger, à l'extérieur, quels sont ces réels défis aujourd'hui? Les réels défis de la plume béninoise, le premier défi, c'est que tout le monde puisse lire. Que l'on puisse... cela a déjà commencé. On a déjà commencé à faire lire ceux qui sont sur le terrain, ceux qui sont sur le territoire. Il faut que cette plume puisse être celle, je ne dis pas que c'est du nationalisme béat, mais celle lue simplement dans les classes. Nous avons encore des ouvrages au programme qui ne sont pas des ouvrages béninois. Sur ce point-là, je suis très nationaliste. Ah oui, oui. Vous militez. Est-ce que déjà vous menez des actions ou vous comptez entreprendre des actions pour... Chaque fois que j'en ai l'occasion, j'en parle à toutes les autorités du ministère de l'Éducation, du ministère de tous les ministères sectoriels qui s'approchent du livre. Je leur dis, il faut tout faire pour que les ouvrages au programme soient des ouvrages béninois. Mais est-ce qu'ils sont disponibles? Parce que pour les avoir, pour les programmer, il faut déjà qu'ils soient disponibles. Est-ce que la disponibilité, sur le marché, on les sent vraiment? On ne les sent pas encore sur le marché parce qu'il n'y a pas encore un système pour pouvoir accompagner les éditeurs. Les éditeurs sont encore dans leur vase clos et l'édition d'un ouvrage, il y a trop de paramètres, il y a beaucoup de sous qu'il faut investir, donc les éditeurs ne se sentent pas encore accompagnés, ils ne se sentent pas encore en sécurité pour pouvoir y aller. Mais je dis, il y a certains qui ont réussi à faire ce rapide, je dis, clonage entre l'édition et le social. Je ne veux pas citer son nom, mais il y a quelqu'un qui a réussi à faire éditer des ouvrages simplement à 1000 francs. Même les ouvrages les plus chers, parce qu'il a le matériel qu'il faut. Donc, il ramène tous les ouvrages qu'il publie, tous les romans que lui-même publie, qu'il publie sous sa plume ou par la plume d'autres personnes, c'est à 1000 francs la vente. Je dis, ce n'est pas encore totalement bas, mais 1000 francs CFA, c'est déjà quelque chose qui puisse permettre aux Béninois moyens de s'approcher du livre. Et si les ouvrages qui seront choisis pour être dans le programme peuvent être à ce prix, peut-être que ça peut aider la population à adhérer, la population à accepter que le livre béninois est de bonne facture. Voilà. C'est surtout ça. Le livre béninois n'est pas de mauvaise facture. Vous confirmez? Oui, je confirme. Homme de culture, homme du livre, amoureux, passionné et tout. Oui, je lis tout le temps, presque tous les jours. Enfin. D'accord. À part ce problème pécuniaire donc lié à la plume béninoise et tout, le style déjà, il accroche. D'accord. Il est accessible. Le style est accessible, il accroche. Il relaie le vécu. Oui. Et c'est ça déjà qui plaît. Oui. Alors, dites-nous, quel est ce livre-là d'un auteur béninois que vous avez lu et qui vous a plu, qui vous a accroché et que vous avez envie d'en faire recommandation à nos jeunes? Voilà, là c'est une question piège parce que beaucoup d'auteurs ne seront pas d'accord que je puisse élire l'un d'eux plus fort que l'autre. Mais je ne voudrais pas citer d'auteur. S'il faut citer un auteur, je vais citer une femme qui a sorti juste un recueil. On y va donner son nom, et puis... Elle a sorti le recueil, le nom c'est Si seulement. Si seulement. Si seulement. Et elle s'appelle Judith Bernice Adivillon. Oui. C'est 41 poèmes dans cet ouvrage. 41 poèmes, des poèmes qui, à l'approche, donnent l'impression que c'est de l'enfantillage, mais qui, quand c'est lu par le connaisseur, le plonge vraiment loin dans ses sentiments. C'est-à-dire qu'elle veut recréer des sentiments
à partir de l'écriture simplement. On lit, on boit, et puis les phrases sont là, on les médite, on les réécoute. Et on requinque, oui. Ça dit même étant fatigué, on peut avaler ce livre-là, oui. si seulement. Si seulement. À recommander alors donc à nos amis téléspectateurs et surtout à cette jeunesse. Oui. Qui est beaucoup trop encline à tout ce que nous connaissons aujourd'hui, réseaux sociaux et tout, qui ne les éduque pas. Toujours, il faut donc les encourager, les motiver à aller vers le livre traditionnel, la lecture traditionnelle, la lecture imprimée, tout simplement. La lecture imprimée. Et il faut que cette jeunesse sache que tout ce qui est dans les livres, tout ce qui se trouve dans les livres, puisque ce n'est pas une denrée très périssable, on peut relire, on peut lire, relire. Elle n'est même pas périssable. Le livre, on peut le retrouver même 100 ans après. Oui, tout à fait. N'est-ce pas? Oui. Alors, il faut que la jeunesse sache que dans cette denrée qui n'est pas périssable, je me rectifie donc, dans cette denrée, il y a tout. Et qu'on peut tout y retrouver. Voilà. Oui, et il vaut mieux être là, accroché au livre, qu'accroché aux réseaux sociaux, à tout ce qui est technologie. Et les technologies, de toute façon, maintenant, on ne parle plus de nouvelles technologies parce qu'elles évoluent au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Oui, on ne parle pas de nouveaux livres, le livre est toujours d'actualité. Voilà. Patrick Djossou, vraiment merci beaucoup. Ça a été une joie d'avoir partagé ce temps d'échange avec vous dans le grand rendez-vous d'aujourd'hui. J'espère que vous reviendrez avec grand plaisir, n'est-ce pas, pour nous parler du livre. Et moi, j'ai bien envie de parler un jour, d'aborder... c'est pas de parler avec vous des poèmes. J'aime bien quand vous écrivez, que vous dites vos textes. Oui, la poésie est dans mon sang. Merci en tout cas. Je n'oserais pas dire, comme certains, de manière humoristique, la poésie avec moi, c'est sanguinaire. Pour dire que c'est dans mon sang. Merci beaucoup. Merci Patrick Djossou. Et donc, c'était avec vous sur les traces de la plume béninoise. Il y a donc de la matière. Lisez, retrouvez-vous dans les histoires qui se comptent par les écrivains et apportez une plus-value donc à notre cher et beau pays, le Bénin. Chers amis, voilà, c'est ici que prend fin donc le grand rendez-vous de ce vendredi. Nous allons souhaiter agréable week-end donc à Patrick Djossou avec un retour à la météo. Nous avons eu donc 4 plateaux aujourd'hui, Nature et Bien-être, qui a abordé donc la question des véhicules d'occasion, la réglementation en la matière. Elle existe, mais il reste encore des défis à relever, nous a dit donc notre chercheur en transport portuaire, M. Clément Godonou. Un cadre, donc un réseau de cadres qui est né pour accompagner donc les populations dans les actions qu'il faut avoir, les comportements qu'il faut adopter
adopter face au virus Lassa. Nous disons donc merci à notre expert, l'invité donc qui s'appelle Maounion Romain Saucinou. Il est médecin généraliste. Horizon Culture, c'était tout à l'heure avec Patrick Djossou. Nous avons parlé de la lecture, le livre donc vu par notre passionné de la lecture qui officie ici même à l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin. Et puis nous avons reçu avec Elonia Dalmeda dans Beauté au pluriel, Madame Sarah Kodjo, avec qui nous avons parlé donc des tenues pour les femmes de grande taille. Voilà, c'est donc fini pour le grand rendez-vous de ce vendredi 9 février 2018. Avant de se dire à lundi probablement ou à la prochaine, je tiens à souhaiter un joyeux anniversaire, happy birthday à la petite Marie Merveille Donna qui souffle aujourd'hui une bougie. De plus, on va retrouver son papa pour la suite de la fête. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se dit à la prochaine. Passez de très bons moments et surtout un très beau week-end. Portez-vous bien. À bientôt.